Tout dépend ce qu'on entend par récemment et tout dépend ce qu'on entend par infecté. Donc pour rappel, le consensus actuel, c'est de dire que les personnes qui avaient été très récemment infectées restaient protégées probablement pour une durée de 3 mois et qu'on pouvait reporter toute la vaccination chez ces personnes-là. Donc je dirais que là, le problème ne se pose pas en ces termes. Toute la question est de savoir si quelqu'un qui a fait une infection sévère en octobre, par exemple, il y a plus de 3 mois, pourrait ne bénéficier que d'une seule dose en ayant la même protection qu'une personne ayant les 2 doses. Il y a 2 articles récents qui suggèrent que ça pourrait être le cas. Néanmoins, ça va générer énormément de complications puisqu'on va devoir tester les personnes, vérifier les taux d'anticorps. Donc à ce stade-ci, je pense qu'il faut s'en tenir à ce qui a été décidé, ce qui a été montré par les études et attendre d'autres informations. Ce n'est pas inquiétant, on sait bien que la protection maximum n'est atteinte qu'une à 2 semaines après la 2e dose. Et dès lors, dans les maisons de repos où ces clusters sont fréquents, où les personnes se contaminent rapidement, notamment on pourrait imaginer à l'occasion de la vaccination elle-même, le fait d'avoir eu ces cas de contamination alors entre les 2 doses ou juste après la 2e dose me paraît normal. Absolument, donc il y a 2 articles soumis dans des bons journaux qui montrent que, évidemment c'est toujours difficile parce qu'il n'y a pas de groupe contrôle, donc il faut faire des comparaisons entre des villes qui ont été vaccinées avant les autres, il faut faire des comparaisons avec des périodes des mois derniers qui étaient relativement comparables en termes de lockdown, etc. Mais globalement, ces données suggèrent que la protection, y compris chez les personnes âgées, est de l'ordre de 85% pour les formes modérées et jusqu'à au-dessus de 90% pour les formes sévères. Bien évidemment, donc comme on l'a dit il y a une minute à propos des clusters en maison de repos, l'immunité met du temps à se mettre en place, surtout chez les personnes âgées. Et donc il faut garder toutes ces mesures de précaution en attendant qu'on ait pu réduire la circulation du virus et qu'une protection optimale ait pu être atteinte chez les personnes vaccinées, notamment les personnes âgées. Donc, malgré tout, ils sont en retard par rapport à Israël, donc on n'a pas encore des données aussi solides que celles qu'on vient d'évoquer concernant la protection en vie réelle, je dirais. Néanmoins, les premières données commencent à sortir, notamment il y a une application sur smartphone qui permet à toute personne vaccinée de s'enregistrer, de déclarer les symptômes qu'elle a pu faire par la suite. Et d'après un échantillon de 50 à 100 000 personnes, une étude du King's College suggère que la protection est là aussi de l'ordre de 80% avec le vaccin d'AstraZeneca, toute tranche d'âge confondue. Ça a un impact sur les infections. Je ne sais pas si tu as regardé les courbes de nouvelles infections en Angleterre qui sont en chute libre. Évidemment, qu'est-ce qui est lié au vaccin, qu'est-ce qui est lié au lockdown, c'est difficile à dire, bien évidemment. Que les fonctions vitales s'altèrent quelque peu avec l'âge, je pense que tout le monde le sait, bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut bien concevoir, c'est que c'est un processus continu, donc il y a une sorte de déclin des fonctions immunitaires qui commence dès la cinquantaine et qu'on peut facilement illustrer. Ce qui est intéressant à noter, et ça rencontre certaines des questions que tu viens de poser, ce n'est pas tellement nécessairement en termes de niveau de réponse atteint, mais en termes de délai avant de l'atteindre. Donc il faut bien comprendre que la qualité des anticorps produits, face à un virus par exemple, va augmenter au fil du temps. L'affinité de ces anticorps augmente, ça peut prendre plusieurs semaines pour atteindre un pic d'affinité. On a bien montré que le temps nécessaire pour atteindre ce pic d'affinité était plus élevé, plus long chez les personnes âgées. D'où encore une fois la nécessité de garder toutes ces mesures de précaution dans les jours qui suivent une vaccination, a fortiori avant la 2e dose, bien évidemment. Je ne sais pas, je pense qu'il est arrivé un petit peu plus tard et forcément dans des pays comme le nôtre où les 2 vaccins sont utilisés, on n'a pas encore vraiment pu faire d'études d'efficacité, mais je ne vois aucune raison. C'est des vaccins qui sont tout à fait comparables avec des études qui ont montré des résultats relativement analogues. Et donc voilà, je pense que ces données vont arriver et qu'il n'y a pas de surprise à en attendre. Donc le CureVac et le Johnson & Johnson ont déposé
ce qu'on appelle un rolling submission à l'Agence européenne des médicaments, c'est-à-dire c'est un processus dans lequel on n'attend pas que le dossier soit complet avant de le déposer. Chaque fois qu'on a des nouveaux résultats, on les apporte à l'Agence européenne pour qu'ils soient analysés en temps réel et ainsi de façon à perdre le moins de temps possible. Mais ils n'ont pas encore reçu leur agrément de mise sur le marché. Les études sont en cours, avec une certaine avance pour Johnson & Johnson qui a sorti des résultats intérimaires de son étude Ensemble, qui montre là aussi des résultats excellents de l'ordre de 85%, y compris en Afrique du Sud, avec le fameux variant sud-africain, pas nécessairement avec toutes les mutations, et ce avec une population de plus de 60 ans qui représentait 30% des sujets dans l'étude de Johnson & Johnson. Il faut savoir que ça c'est l'étude dont je te parle, c'est une étude avec une seule dose, mais une étude avec 2 doses est également en cours. Alors l'étude de CureVac à laquelle nous allons participer, se focalise très largement sur des personnes avec des comorbidités, ce qui serait intéressant de voir, y compris des personnes âgées, etc. Et là, bon, il faudra attendre les résultats dans le courant de l'année, une étude qu'on appelle Herald, le messager, avec un clin d'œil à l'ARN messager. C'est un vaccin adénovirus qui est vraiment sur le même concept que les vaccins dont on vient de parler, Johnson & Johnson et AstraZeneca évidemment. Il y a une longue tradition de scientifiques en vaccinologie. C'est le même institut qui fait ce vaccin Sputnik a également fait un vaccin contre Ebola qui a été utilisé pour protéger les militaires, je pense, qui n'a pas été utilisé sur une grande échelle. Donc il n'y a aucune raison de penser que ce soit un mauvais vaccin ou qu'il ait des effets secondaires. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un partenariat avec AstraZeneca justement pour combiner les deux vaccins. Une des particularités du Sputnik, c'est que les 2 doses ne sont pas exactement les mêmes. Les adénovirus vecteurs sont différents à la première dose et la deuxième. Et une étude est en cours avec l'université d'Oxford pour tester le vaccin AstraZeneca dans ce contexte-là. Donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait sérieux, avec un taux d'efficacité entre 80 et 90%, comme les autres vecteurs adénovirus dont on vient de parler. Mais on continue exactement sur la même courbe que ce dont on a parlé, évidemment en proportion avec le nombre total de personnes vaccinées, c'est-à-dire quelques centaines d'événements rapportés, la plupart des choses qu'on pouvait attendre d'un vaccin, un peu de fièvre, des douleurs locales, des courbatures, etc. Quelques décès, mais pour lesquels on n'a pas pu mettre de lien de cause à effet et qui statistiquement, parmi les personnes des tranches d'âge, c'est des personnes qui avaient une probabilité certaine de mourir dans la même période de temps et qui ont été déclarées, puisque quand on a un décès chez quelqu'un qui participe à une étude clinique, je sais bien qu'ici ce n'est pas une étude clinique, mais tout décès, quelle qu'en soit la cause, même un suicide, même un accident de voiture, doit être déclaré comme un événement sérieux, un événement grave que l'on doit déclarer. Et donc c'est par souci d'exhaustivité évidemment que les médecins à juste titre déclarent ces décès, mais le lien de cause à effet n'a pu être prouvé dans aucun cas. La chose la plus importante, c'est de différencier une réaction allergique d'une réaction vaccinale, en général, ou les réactions non allergiques. On entend par allergie des réactions immédiates qui peuvent mettre en danger éventuellement la vie de la personne sous forme de réactions cutanées, respiratoires, cardiovasculaires ou éventuellement digestifs. Il existe aussi des allergies retardées que dans le cadre des vaccins nous importent peu parce que le rapport risque-bénéfice de vaccin l'emporte bien sûr sur ces réactions retardées qui ne sont pas en général très graves. D'une manière générale, un patient non allergique doit être surveillé durant 15 minutes car toutes les études ont montré que les réactions immédiates arrivent entre 10 et 15 minutes, généralement 13 minutes d'après les études. Donc 15 minutes, c'est un bon délai pour vérifier s'il n'y a pas de réaction. Il y a eu des réactions. Maintenant, des réactions rapportées comme allergiques et confirmées sont excessivement rares parce qu'à l'heure actuelle, on ne teste pas les vaccins de manière en routine. Mais des études plus importantes aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont montré effectivement que les risques sont minimes et même pas plus importants que d'autres vaccins déjà connus dans le monde entier. Pas plus que les autres vaccins. Donc, d'une manière générale, les réactions allergiques, je dis bien allergiques aux vaccins, sont à peu près estimées entre 1 à 5 cas par million de vaccination, ce qui est très peu significatif.
Et concernant les vaccins RNA messagers, surtout qui ont été plus étudiés, le risque n'est pas du tout plus important. Beaucoup de sociétés, disons en Europe, aux États-Unis, des sociétés qui s'occupent des problèmes d'allergie se sont penchées sur la question. Il y a eu beaucoup de guidelines. Normalement, un patient allergique connu, asthmatique, rhinite allergique, allergie alimentaire, allergie au latex, allergie au venin, n'est pas plus à risque que quelqu'un d'autre pour être vacciné contre le Covid-19, en tout cas avec les deux vaccins les plus souvent utilisés, à savoir le vaccin de Pfizer et Moderna. La seule chose que les sociétés recommandent, c'est de les garder en surveillance 30 minutes au lieu de 15 classiquement requis pour les patients non allergiques. Maintenant, si c'est un patient qui a une réaction allergique à un médicament injecté par voie intramusculaire, intraveineuse ou subcutanée, ou éventuellement une allergie à un médicament qui n'a pas été précisé, dans ces cas, alors une exploration allergologique est recommandée.